Selon Donald Trump, le Hamas serait sur le point de renoncer aux armes, l'une des conditions clés de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza, élaboré par les États-Unis. L'Assemblée nationale vénézuélienne a adopté une loi qui rouvre l'industrie pétrolière du pays aux investisseurs étrangers, une première depuis 20 ans. Le Hamas pourrait bientôt renoncer aux armes, affirme Donald Trump et son envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Le désarmement du groupe islamiste constitue une étape cruciale de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza élaboré par les États-Unis. We expect that. Pardon me? And now we want to get Hamas no guns, right? Right. They're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. Faisant référence au rapatriement de la dépouille du dernier otage israélien du 7 octobre, Ranvili, Donald Trump a salué la coopération avec le Hamas. De son côté, le groupe islamiste a affirmé avoir rendu le corps de l'otage dans le cadre de son engagement en faveur du cessez-le-feu, tout en réitérant que le désarmement constituait pour lui une ligne rouge. Le Hamas a toutefois laissé entendre qu'il pourrait être disposé à remettre ses armes à une autorité palestinienne. Dans le cadre du plan de cessez-le-feu, une administration transitoire a également été mise en place à Gaza. Chargée de fournir des services publics aux Palestiniens vivant dans l'enclave, elle devra faire face à de nombreux défis, notamment en matière de fonctionnement et de financement. La reconstruction des infrastructures de Gaza constitue un autre pilier majeur de cette deuxième phase. L'ONU estime que son coût dépasserait 42 milliards d'euros. Un processus qui devrait prendre des années alors que les engagements financiers restent à ce stade très limités. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a signé ce jeudi une loi qui ouvre de nouveau l'industrie pétrolière du pays aux investisseurs étrangers, quelques heures seulement après son adoption à l'Assemblée nationale. Cette réforme, votée sous pression états-unienne, permet de donner aux sociétés privées le contrôle de la production et de la vente du pétrole, mettant ainsi fin au monopole de l'entreprise d'État, une première depuis 20 ans. En 2006, Hugo Chavez avait imposé une participation majoritaire du secteur public dans toutes les entreprises, entraînant la nationalisation d'importants actifs appartenant à des firmes étrangères, la plupart états-uniennes, qui refusaient de se conformer. Cela permet au pays de réaliser un véritable bond historique, s'est réjoui Delcy Rodríguez. Son frère, président de l'Assemblée nationale, a lui estimé que l'objectif principal de cette loi est d'arrêter de dire que nous avons les réserves les plus importantes du monde, mais dire que nous sommes parmi les principaux producteurs de pétrole de la planète. Dans le même temps, le département du Trésor américain a commencé à lever les sanctions précédentes qui avaient paralysé l'industrie pétrolière vénézuélienne. Donald Trump a également annoncé la réouverture de l'espace aérien du pays. Le ministre ukrainien de la Défense Mikhailo Fedorov a déclaré jeudi que Kiev était entré en contact avec SpaceX, la société d'Elon Musk. Ces derniers jours, plusieurs sources affirment que des drones russes auraient utilisé les systèmes de communication par satellite de Starlink afin de frapper des villes ukrainiennes. Mikhailo Fedorov a indiqué que les échanges portaient sur les moyens de résoudre le problème. Les technologies occidentales doivent continuer à soutenir le monde démocratique et à protéger les civils, a-t-il écrit. L'Institut pour l'étude de la guerre, groupe de réflexion basé aux États-Unis, a indiqué que les systèmes Starlink permettaient d'augmenter la portée des drones russes de 500 km. Cela place donc une majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et certaines parties de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie à leur portée, assure l'Institut. Cependant, couper totalement Starlink dans le pays serait compliqué, l'armée ukrainienne utilisant elle aussi ce service pour ses communications. Dans le même temps, Donald Trump a annoncé que Vladimir Poutine cesserait pendant une semaine les frappes sur Kiev. Une trêve non confirmée par Moscou mais qui aurait été conclue alors que le pays affronte une vague de froid sans précédent. Ces prochains jours, les températures devraient descendre jusqu'à moins 25 degrés et des centaines de milliers de foyers sont toujours sans électricité à la suite de frappes russes sur des infrastructures énergétiques. Parallèlement, les pourparlers menés sous l'égide des États-Unis devraient reprendre ce dimanche à Abu Dhabi alors que des doutes subsistent quant à l'engagement de Moscou en faveur d'un règlement. L'Union européenne a désigné le corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste. Cette décision prise à l'unanimité est considérée comme hautement symbolique et fait suite à la répression violente menée par la République islamique contre les manifestants lors de plusieurs semaines de protestations contre la vie chère et le pouvoir à travers le pays.
La décision politique a été prise ce jeudi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles et son adoption officielle est attendue dans les prochains jours. Those who operate through terror must be treated as terrorists. Ministers also imposed sanctions on those responsible for the brutal crackdown of protests, including the Minister of Interior. Repression cannot go unanswered. La désignation comme organisation terroriste entraînera le gel des avoirs, l'interdiction de fournir des fonds et une interdiction de voyager pour tous les membres permanents des gardiens. De nombreux membres sont d'ailleurs déjà soumis à ces mêmes restrictions dans le cadre du régime de sanctions habituel de l'Union européenne. Cette avancée a été rendue possible après que la France, l'Espagne et la Belgique, qui avaient des réserves quant à cette désignation, ont changé d'avis mercredi, la veille de la réunion. Le corps des gardiens de la Révolution est accusé d'avoir orchestré la répression violente des manifestations en Iran et d'avoir utilisé la force meurtrière pour mater l'opposition. Il est également accusé de fournir des armes à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, ainsi qu'à divers mandataires de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas, en passant par les Houthis. L'UE rejoint désormais les rangs des États-Unis, du Canada et de l'Australie qui ont déjà désigné les gardiens comme un groupe terroriste. Les ministres de la Défense grecs et français ont annoncé l'accélération du renouvellement de l'alliance stratégique entre les deux pays lors de la visite officielle de Catherine Vautrin à la base navale de Salamine pour visiter la frégate de défense et d'intervention Kimon, un des fleurons de la marine française, livré le 18 décembre dernier à la marine grecque. Η συμφωνία αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει, όπως ξέρετε, ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, θωρακίζει την εθνική κυριαρχία, προάγει την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία και πιστεύουμε ότι διασφαλίζει τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στην Μεσόγειο. Et je voudrais dire qu'avec la Kimon, c'est bien sûr une vision partagée de la sécurité maritime, de la souveraineté et de la solidarité européenne que nous déclinons ensemble. Vous venez de dire partenariat qui a une fondation solide. Eh bien, nous avons là l'expression de cette fondation solide. La frégate est au moins aussi solide que notre partenariat. La constance de nos engagements, la capacité de l'Europe à produire ensemble des capacités de défense de premier plan. Dans l'après-midi, la ministre française de la Défense a été reçue par le Premier ministre grec. Kyriakos Mitsotakis a souligné que les relations entre la Grèce et la France sont extrêmement étroites et couvrent un large éventail de domaines. Concernant l'accord de coopération stratégique en particulier, il a insisté sur le fait qu'il espère le signer avec le président Macron dans les mois à venir. La mémoire de l'Holocauste et les leçons qu'il nous a enseignées doivent être rappelées et mises en pratique 365 jours par an et pas seulement le 27 janvier. C'est ce qu'a déclaré Danny Dayan, président du mémorial de Yad Vashem, à Euronews lors de sa visite à Bruxelles cette semaine, à l'occasion de l'anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. The thing that characterizes anti-Semitism today, I think, is the most worrying. It is that it had become the common denominator, the only common denominator of all extremists. Right-wing extremists, left-wing extremists, Islamist extremists, they hate each other. They don't agree on anything. On the issue of hatred of Jews and hatred of the Jewish state, they don't only agree, but they collaborate, they create synergy. And that is very worrying, very concerning. Danny Dayan admet que l'antisémitisme a été massivement instrumentalisé et utilisé par certaines forces politiques en Europe. We see parties in Europe that have clear neo-Nazi roots, and I don't want their support. I don't want their friendship. I don't want to collaborate with them. We have no relations in Yad Vashem, not with the AfD, not with the FPÖ and others. Sometimes that is misunderstood because they visit Yad Vashem. Yad Vashem is open to everybody, but doesn't mean that they condone their ideology. There are those that think that the way to befriend the Jews, to show sympathy to the Jews, is to hate Muslims. I don't want that kind of friendship. I don't want someone to show me that he likes me by hating others, by hating Muslims. No, we reject also Islamophobia.
Des images publiées par le média en ligne The News Movement révèlent qu'Alex Pretty, l'infirmier abattu par balle par des agents de l'ICE lors d'une manifestation à Minneapolis, aurait eu une altercation avec les forces anti-immigration 11 jours avant sa mort. La vidéo montre Alex Pretty en train de crier après des agents alors que ceux-ci s'éloignent en voiture, avant de donner un coup de pied dans le feu arrière du véhicule qui se brise. Un agent sort alors du véhicule et plaque Alex Pretty au sol avec force, tandis que d'autres membres des forces de l'ordre rejoignent la scène. La vidéo ne permet pas d'établir si Alex Pretty parvient à se libérer ou si les agents le laissent partir alors qu'il s'éloigne. Les images révèlent néanmoins qu'Alex Pretty porte une arme à la ceinture, mais rien n'indique qu'il ne cherche à s'en saisir. Des passants interpellent les agents pour qu'ils partent, tandis que ceux-ci lancent des grenades lacrymogènes avant de se retirer. Alors que les agents s'éloignent, un homme s'approche d'Alex Pretty pour lui demander s'il va bien. Celui-ci répond affirmativement, puis se tourne vers les autres personnes présentes pour leur demander si elles sont en sécurité. Le département de la sécurité intérieure a déclaré qu'il examinait les images. Le meurtre d'Alex Pretty survient quelques semaines après qu'une autre citoyenne américaine, Renee Good, a été abattue par des agents de l'immigration à Minneapolis. La mort des deux manifestants a suscité une vive colère au sein de la population américaine et de nombreuses critiques à l'encontre de la politique migratoire de Donald Trump. Mercredi, des centaines de personnes se sont rassemblées à Minneapolis pour rendre hommage à Alex Pretty. It was him, but it could have been any of us. I mean, he was trying to help someone, and that's kind of what we're all about, what we're always trying to do. Des veillées similaires ont également eu lieu dans d'autres villes, notamment à Washington.